Bonjour, comment ça va? Bon allez, c'est parti, on y va Bah c'est parti, qu'est-ce qu'on va faire ce soir? Enfin ce matin? Un tribunal de Busan a tenu mardi une audience pour un enseignant d'une académie privée, accusé d'avoir harcelé, sexuellement évidemment, une fillette de 5 ans en mai, l'accusé déclarant qu'il était ivre au moment des faits. C'est une bouteille de soju. Soju, c'est un peu comme le saké japonais. C'est un alcool coréen très connu, très populaire, quoi. L'accusé, identifié uniquement comme un citoyen américain d'une trentaine d'années, a déclaré au tribunal de district de Busan qu'il avait bu 7 bouteilles de soju, boisson coréenne traditionnellement produite en Corée du Sud. C'est un spiritueux fait à base de riz, avant d'établir un contact physique non désiré avec l'enfant lors d'un cours dans une hagwon à Dongdaegu, dans la ville de Busan, le 22 mai. Le soju, pour information, ça a eu un pourcentage d'alcool de à peu près 12 à 14%, je crois, c'est un peu comme le vin français, enfin, pas le vin de manière générale, je veux dire, mais le soju, la teneur en alcool, c'est ça. Et les bouteilles sont petites, 360, donc c'est un petit peu plus qu'une canette de coca. Son avocat a déclaré au tribunal que son client reconnaissait les faits qui lui étaient reprochés et demandait du temps pour parvenir à un accord avec la victime. Ivre ou pas ivre, on n'harcèle pas les enfants. Le représentant légal de la victime a déclaré que sa famille avait demandé une punition sévère pour le crime. L'enquête a révélé que l'accusé travaillait à l'académie, ou hagwon, bien qu'il soit entré dans le pays en mars avec un visa de touriste. Ça veut dire qu'il n'avait même pas le droit de travailler. L'institut qui a embauché le défendeur est une succursale d'une franchise hagwon qui compte 60 succursales dans tout le pays. À la lumière de cet incident, le bureau de l'éducation de la ville métropolitaine de Busan a commencé à vérifier les antécédents de tous les enseignants étrangers dans 525 hagwon de la ville. En plus, les Coréens, ils aiment partir les affaires comme ça, là où ça fout la honte à l'international et tout. Ils détestent ça. Donc, enfin, qui aime ça de toute façon? Mais je veux dire, en Corée, en France, t'as les médias, ils vont en parler normal et tout. En Corée, ils ont ce truc-là de, tu sais, une certaine, pas pudeur, mais une honte, quoi. Tu sais, on veut pas avoir la honte. Il devait être prof d'anglais, quelque chose comme ça. Tu profites pas de ta position pour abuser d'une enfant, quoi. Le mec était bourré. Bourré, ça révèle comment t'es vraiment, je pense. Un mec qui a pas des tendances pédophiles, il va pas s'intéresser à une gamine juste parce qu'il a un peu trop bu. Enfin, ce n'est que mon avis. Un père de l'Oregon a été condamné à 2 ans de prison après qu'il a admis avoir drogué les boissons des amis de sa fille. Michael Maiden, 57 ans, a été condamné par le tribunal du comté de Clackamas le lundi 10 juin après avoir plaidé coupable d'avoir drogué les smoothies de 3 amis de sa fille avec des sédatifs lors d'une soirée pyjama le 25 août 2023. Maiden, donc Michael, enfin lui là, Michael a été inculpé de 3 chefs d'accusation pour avoir fait ingérer à une autre personne une substance. Selon les médias, il a donné l'excuse bizarre au tribunal de fournir aux filles qui avaient 12 ans au moment des faits des boissons épicées parce qu'il voulait qu'elles aillent au lit à 23h. J'étais excessivement fixée sur le fait qu'elles aillent au lit, oui c'est vrai, a-t-il déclaré au tribunal. Ma vie entière est détruite. Tout ce qui était important pour moi jusqu'à ce moment-là a disparu. Il se fout de la gueule du monde. Tu voulais qu'elle dorme vite en fait, c'est ça ouais. Prends les gens pour des cons. Une déclaration sous serment, obtenue par NBC, a confirmé que les 3 filles ont été testées positives à la benzodiazépine, un médicament dépresseur, je pense pas que ce soit le bon mot, mais donc un médicament généralement prescrit pour l'anxiété et l'insomnie. La fille de Michael a également été testée positive aux drogues, enfin aux médicaments, mais il n'a pas été inculpé pour cela. Pourquoi? Après la condamnation, le procureur du comté de Clackamas, John Wentworth, a fait une déclaration disant « Les actions de M. Maiden sont inexcusables et imprudentes et requièrent une punition proportionnelle au crime. L'impact de cet événement sur les enfants victimes, leurs familles et notre communauté a été énorme. M. Maiden éprouve d'incroyables remords et fait preuve d'humilité face à sa conduite et à ses choix. Il comprend à juste titre qu'il a blessé beaucoup de gens et qu'il regrette tout cela. Et son comportement au tribunal était authentique et sincère. Il n'a montré que de la sincérité en s'excusant et en éprouvant des remords pour son comportement. Dans une déclaration de cause probable, la police a allégué que Michael avait mélangé les smoothies des amis de sa fille. Il s'est rendu à la police et a plaidé non coupable à 9 chefs d'accusation.
La pire excuse de l'histoire de l'excuse. Selon la déclaration sous serment, l'une des amies de sa fille a bu 2 tasses de smoothie, une deuxième fille en a bu une, et une troisième en a bu à peine, ce qui aurait provoqué la colère de Michael à l'égard de la fille. La jeune fille a ensuite fait semblant de dormir, alors que Michael vérifiait fréquemment que les autres filles dormaient dans le sous-sol. Enfin, dans le sous-sol, on se comprend, c'est la partie en bas de la maison. Elle a fini par envoyer un SMS à sa mère et à plusieurs autres amis pour qu'on vienne la chercher. Et elle leur a raconté ce qui s'était passé. La mère a prévenu la police le lendemain matin. La condamnation de Michael lundi comprenait l'annulation de 3 autres chefs d'accusation pour crime et de 3 chefs d'accusation pour délits mineurs dans le cadre d'un accord de plaidoyer négocié. Il a également été condamné à 3 ans de surveillance post-pénitentiaire. Donc il y a 3 chefs d'accusation qui ont été annulés. Moi je veux savoir pourquoi en fait. Est-ce que c'est pas pour les abuser sexuellement? Pourquoi tu mets des somnifères, des anxiolytiques dans les boissons de 3 jeunes filles qui sont à une pyjama party, dont une qui est la tienne? 12 ans. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est qu'il y ait une enquête plus poussée par rapport à son téléphone portable, par rapport à son ordinateur. Je pense qu'on aurait pu trouver des trucs, tu vois, machin. Ou peut-être que ça a été fait, mais peut-être que ça n'a pas été trouvé, mais à ce moment-là, je pense que c'est important de le dire, parce que c'est automatiquement là que l'idée des gens, elle va, tu vois, c'est automatiquement à ça qu'on pense, quand on se dit, le mec, il a drogué 3 gamines de 12 ans pendant une pyjama party. Heureusement qu'il y en a une qui a à peine bu, et elle a senti le truc, en fait, comme il insistait pour qu'elle... Moi, j'ai lu plusieurs articles sur cette affaire. En fait, comme il insistait et qu'il s'énervait, elle s'est dit, il y a un truc pas net, et en fait, elle a écouté son instinct. 12 ans. C'est pas normal en fait, il essaie de me faire boire un truc, c'est pas normal. 12 ans. À 12 ans, t'es une femme, t'es une fille, et tu sais déjà que ton subconscient, il sait déjà qu'il y a des mecs qui peuvent te faire des trucs comme ça. Et heureusement qu'elle a appelé sa mère, et sa mère, elle est venue tout de suite la chercher en fait. Elle a appelé la police le lendemain, mais elle est venue tout de suite la chercher. Elle appelle les parents de l'autre, elle leur dit allez tout de suite chercher votre gosse. Et ils l'ont fait. Et donc il y a une plainte qui a été déposée par les 2 parents des autres filles, quoi. Je me dis quand même, la police est obligée, ils ont dû enquêter, enfin genre chercher s'il n'y avait pas une intention d'abus sexuel. Ce mec va être vu comme un pédo par tout son entourage, par tout son quartier, par tout le monde. Je me demande si ça va pas être suffisant pour la mère de la fille, parce qu'apparemment les parents sont séparés, divorcés. Je me demande si c'est pas suffisant pour que elle demande la garde exclusive. La fille va plus jamais vouloir revoir son père. Elle va toujours douter toute sa vie si son père a pas essayé de violer ses copines. Et elle-même, en fait, elle-même. Moi, je me dis, il y a encore beaucoup de choses qu'on sait pas. Est-ce qu'il a peut-être pas, tu vois, eu des comportements inappropriés, des trucs chelous? Moi, je serais la mère de la fille, de ce mec. Je serais totalement parano, en fait. Sa vie, elle est détruite, en effet. Je sais pas ce qu'il fait comme taf, le mec, mais je me demande si au tard, ça va pas être la même chose pour lui, hein, s'il va pas se faire virer, ou je sais pas. Un pasteur américain de 75 ans, wow, a fait face à la justice pour avoir agressé physiquement sa femme en plein vol, parce qu'elle avait été surclassée, mais pas lui. Le 2 juillet dernier, Roger Alan Holmberg et sa femme étaient à bord d'un vol Alaska Airlines en direction d'Anchorage, en Alaska, pour une rencontre reliée au ministère de l'homme de l'Église. Avant le décollage, l'épouse du pasteur âgé de 59 ans avait vu son billet être surclassé. Elle s'est donc retrouvée en première classe, alors que son mari est demeuré en classe économique. Selon un témoin, Monsieur Holmberg serait venu voir sa femme une première fois pendant le vol pour lui demander « Comment t'as fait, putain, pour obtenir ce surclassement ?» Ce à quoi elle aurait répondu qu'elle avait atteint le niveau Gold du système de récompense de la compagnie aérienne, avant de rétorquer à son époux « Ne me parle pas comme ça !» Justin, I am in the live stream now, and everybody can hear you. Hello, everybody. I don't know. I guess I'll just call and say goodnight. I love you, baby. I missed your voice. Oh, miss you too. Have fun. Hold on. Bye bye. La meuf dit ne me parle pas comme ça, wesh, ça va, 2 minutes. Un peu plus tard, durant le vol, le pasteur serait revenu voir sa femme. Il lui aurait tendu son cellulaire en lui demandant de lire ce qu'il y avait à l'écran. Puis il lui a fait un doigt d'honneur. La situation a continué à escalader, enfin monter quoi j'imagine, lors d'une 3e confrontation durant laquelle le mari a alors frappé sa femme à la tête. Il y avait écrit quoi sur le téléphone, j'ai envie de savoir. Cette dernière aurait d'ailleurs indiqué aux policiers que ce n'était pas la première fois, j'en étais sûre, que son époux l'agressait physiquement. Elle a notamment affirmé qu'il lui avait déjà cassé un doigt. Mais pourquoi t'es pasteur, putain, tu dis aux gens comment vivre et comment être proche de Dieu, toi-même t'es pas capable de le faire.
Un policier qui n'était pas en service était assis derrière la femme du pasteur. Celui-ci affirme avoir entendu la dame dire à son époux « Tu ne peux pas faire ça ». L'homme d'église serait ensuite allé à la salle de bain, mais à sa sortie, il a été confronté par le policier qui l'a menacé de lui passer les menottes s'il y avait d'autres incidents. Bon, déjà, rien que le premier aurait dû lui passer les menottes. Le septuagénaire se serait alors calmé après avoir reçu cet avertissement. Le pasteur a néanmoins été arrêté à l'atterrissage de l'appareil. Ça, c'est les hôtesses de l'air, ça. Tu sais, quand il y a une agression à bord, t'appelles le sol pour leur dire à notre arrivée, il y a un passager qui a posé problème. C'est le premier qui sort. Personne ne sort, tout le monde reste assis. La honte, les flics viennent à l'intérieur, ils viennent, ils lui passent les menottes et ils le sortent. C'est la procédure quand tu es dans un avion. Durant son interrogatoire, Roger Alan Holmberg a affirmé que sa femme et lui suivaient une thérapie conjugale. Toutefois, le pasteur rejetait tous les problèmes du couple sur sa femme. On fait une thérapie de couple, c'est une thérapie tout seul que t'as besoin en fait là. L'homme religieux aurait également déclaré qu'il était fâché contre sa femme parce qu'elle avait été surclassée, alors que lui désirait être assis à côté Tu désirais pas être assis à côté d'elle, tu voulais être surclassé. Arrête de mentir. Celui-ci s'est décrit comme une personne non violente, la preuve d'honneur, des insultes, ok. Et il a assuré ne pas vouloir la blesser. L'homme de 75 ans est accusé d'agression physique et pourrait écoper d'une peine d'1 an d'emprisonnement s'il est déclaré coupable. Le pasteur au double visage, tout à fait. Mais alors, moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est qu'est-ce qui se passe à la maison. Parce que s'il est capable de s'emporter comme ça dans un avion devant des gens, je pense qu'à la maison, ça doit être pire. Il lui a cassé un doigt, la meuf. Pour casser un doigt, faut y aller quand même. Ça marche pas trop la thérapie, non. En effet. Mais ça, c'est un mec qui a besoin d'une thérapie tout seul. Comment à 75 ans, t'es un mec violent avec ta femme et t'es pasteur? C'est l'hôpital qui se fout de la charité, là. Il y a des gens parmi vous qui ont déjà fait des thérapies de couple ou pas? Si tu y vas en disant c'est elle, c'est pas moi, ou c'est lui, c'est pas moi je n'ai rien à me reprocher, le thérapeute, il aura beaucoup de travail, et il va gagner beaucoup d'argent grâce à vous. C'est limite si le mec, il a pas dit, en fait, je l'ai tapé, mais c'est à cause d'elle. Elle a été surclassée. Elle est gold, bah comment ça se fait? Un shérif adjoint de l'Illinois a abattu une femme noire à son domicile après que cette dernière se soit baissée et se soit excusée quelques secondes plus tôt. Sonia Massey a été atteinte à 3 reprises, dont un coup mortel à la tête. Une vidéo de l'événement a suscité plusieurs réactions sur les réseaux sociaux. La semaine dernière, un grand jury de l'Illinois a inculpé l'ancien adjoint du shérif du comté de Sangamon, Sean Grayson, 30 ans. L'homme blanc a plaidé non coupable à des accusations de meurtre au premier degré, de voies de fait grave avec une arme à feu et de faute professionnelle. La vidéo a confirmé le récit des procureurs concernant le moment de tension où Grayson a crié de l'autre côté d'un comptoir à Madame Massey de poser une casserole d'eau chaude. Il a ensuite menacé de lui tirer dessus. Madame Massey a esquivé, s'est brièvement relevée et Grayson a tiré sur elle avec son pistolet. Les autorités ont déclaré que Madame Massey, 36 ans, avait appelé le 911 plus tôt pour signaler la présence d'un harceleur. La vidéo montre que les 2 adjoints sont intervenus peu avant 1h du matin, le 6 juillet, à son domicile de Springfield, à 322 km au sud de Chicago. Ils ont d'abord fait le tour de la maison et ont trouvé un SUV noir aux vitres brisées dans l'allée. You have an ID, that makes things so much easier. I just need shit. I don't know where my ID is. You can stand that stack right there, maybe. 1 second. Just check on her. Let me get this. We don't need a fire while we're here. Alright. Where you going? Huh? Where you going? Away from your hot steaming water. Away from my hot steaming water? Yeah. Oh, I rebuke you in the name of Jesus. I Rebuke you in the name of You better fucking not. I swear to God, I'll fucking shoot you right in your fucking face. Okay, I'm sorry. Drop the fucking pot! The fucking Drop the fucking pot! Shots fired. Shots fired! Shots fired! Drop the fucking pot! Bring EMS now. We got a headshot wound to the female. Headshot wound to the female. 1078. Il a fallu 3 minutes à Sonia pour ouvrir la porte après que les adjoints aient frappé. Elle a immédiatement dit « Ne me faites pas de mal ». Elle semblait confuse lorsqu'ils ont parlé à la porte et elle a répété qu'elle avait besoin d'aide. Elle a fait référence à Dieu et elle leur a dit qu'elle ne savait pas à qui appartenait la voiture. À l'intérieur de la maison, les adjoints ont semblé exaspérés lorsqu'elle s'est assise sur son canapé et a fouillé dans son sac à main, tandis qu'il lui demandait une pièce d'identité pour remplir un rapport avant de partir. Grayson a alors montré du doigt une casserole posée sur le feu, sur la cuisinière. « Nous n'avons pas besoin d'un feu pendant que nous sommes ici, dit-il. » Sonia se lève immédiatement et se dirige vers la cuisinière, déplaçant la casserole près d'un évier.
Elle et Grayson ont semblé partager un rire sur sa casserole d'eau chaude et fumante avant qu'elle ne dise à l'improviste « Je te réprimande au nom de Jésus ». Et c'était une blague, en fait, elle avait dit ça pour rigoler. Ils étaient en train de rigoler 2 secondes avant. « Vous feriez mieux de ne pas le faire, ou je jure devant Dieu que je vous tirerai une balle dans la figure », a répondu l'agent Grayson. Il sort son pistolet 9 mm et lui demande de laisser tomber la casserole. Le truc a dégénéré en un quart de seconde pour une blague qu'elle a fait, que monsieur n'avait pas compris, peut-être, ou je sais pas, en fait. Clairement, le mec est raciste. Il a dû se dire, oh, encore une noire. Et il y a beaucoup de personnes qui ont cette appréhension-là, en fait, c'est de se dire, ah ben les noirs sont tous pas... Je suis un arabe, je le vis aussi. Hein. Donc c'est ce truc-là de se dire, vous êtes tous les mêmes, et dans le mauvais sens, évidemment. Donc le mec, il est arrivé avec des a priori. La façon dont on lui parle, pendant qu'elle est assise sur le canapé, même si tu comprends pas l'anglais, l'intonation, elle est claire. Les mecs, ils sont exaspérés d'être là. Mais pourquoi t'es flic, en fait? T'es flic, tu aides tout le monde. Peu importe la couleur, peu importe la religion, peu importe l'orientation sexuelle, on te demande pas d'avoir un avis sur la couleur de ma peau, sur mes origines, sur qui je suis. On te demande de venir parce qu'il y a un mec qui est en train de me stalker, un mec est dehors devant chez moi, et je veux que tu m'aides. Elle leur a dit, je vais vous sortir mes papiers. Donc peut-être que, je sais pas ce que ça veut dire ces papiers, mais je pense que c'est peut-être, elle a peut-être déjà porté une plainte, ou il y avait peut-être une main courante, ou je sais pas, quelque chose, mais elle a dit, je vais vous montrer les documents. Il a dit, non, on veut pas les documents, on veut les pièces d'identité. Ils étaient exaspérés d'être là, en fait. Ils avaient pas envie d'être là, ces mecs. En tout cas, Grayson, c'était sûr, parce qu'il a une façon de lui parler, son intonation, t'as envie de lui cracher à la gueule, en fait. Sur les images de la caméra corporelle de Grayson, on voit qu'il pointe son arme sur Sonia, elle esquive et lève les mains. C'est eux le pire qui lui demandent d'enlever la casserole du feu. Ok, je vais l'enlever. Pourquoi ils se sont sentis menacés? Ils ont cru qu'elle allait leur balancer de l'eau bouillante à la gueule? Pourquoi elle ferait ça? Grayson se trouvait toujours dans le salon face à Madame Massey, qui, séparée par un comptoir entre le salon et la cuisine, Les procureurs ont déclaré que cette séparation permettait à Grayson d'être à la fois à une distance relativement à l'abri de Sonia et de la casserole d'eau chaude. Après avoir tiré sur la victime, Grayson a dissuadé son partenaire d'aller chercher un kit médical pour la sauver. « Tu peux aller le chercher, mais c'est un tir à la tête, dit-il. Il n'y a rien que tu puisses faire, mec. Je ne vais pas prendre de l'eau bouillante dans le visage, répond-il. Constatant que Sonia respire encore, il change d'avis, et il dit qu'il va chercher son kit. L'autre adjoint déclare « On peut au moins essayer d'arrêter l'hémorragie. » Genre, putain, il lui a tiré dessus et il essaie même pas de l'aider, putain. Mais va en tôle, s'il te plaît, va en tôle. Grayson déclare à la police « Elle avait de l'eau bouillante et s'est approchée de moi avec l'eau bouillante, espèce de mytho. Elle a dit qu'elle allait me réprimander au nom de Jésus et elle m'a attaqué avec l'eau bouillante. » Lors d'une conférence de presse tenue lundi après-midi, l'avocat de la famille, Ben Crump, spécialiste des droits civils, a qualifié la justification de M. Grayson de fourbe. « Elle avait besoin d'un coup de main, elle n'avait pas besoin d'une balle en pleine tête, a-t-il déclaré. Interrogé sur la raison pour laquelle Sonia a dit à Grayson « Je te réprimande au nom de Jésus », l'avocat déclare qu'elle avait suivi un traitement pour des problèmes de santé mentale. Il a noté qu'elle avait invoqué le nom de Dieu dès le début de la rencontre et qu'elle avait demandé sa Bible après que les adjoints soient entrés dans la maison. Je te réprimande au nom de Dieu, ça veut pas dire je vais t'agresser. Hein. Lors des funérailles de Madame Massey vendredi, Monsieur Crump, l'avocat, a soutenu que la vidéo, que lui et la famille avaient déjà visionnée, choquerait la conscience de l'Amérique. Le père de Sonia, James Wilburn, a exigé que le système judiciaire du comté soit totalement ouvert dans son enquête et ses poursuites et transparent vis-à-vis du public. La seule fois où je reverrai mon bébé, c'est quand je quitterai ce monde, a-t-il déploré, et je ne veux pas que quelqu'un d'autre aux États-Unis rejoigne cette ligue. Grayson, qui a été licencié la semaine dernière, est détenu à la prison du comté de Sangamon. S'il est reconnu coupable, il encourt des peines de prison allant de 45 ans à la perpétuité pour meurtre, de 6 à 30 ans pour voie de fait, et de 2 à 5 ans pour mauvaise conduite. Son avocat, Daniel Fultz, n'a pas souhaité émettre de commentaires. Dans une déclaration, le président Joe Biden a indiqué que lui-même et la première dame, Jill Biden, priaient pour la famille de Sonia Massey, alors qu'elle fait face à cette perte impensable et insensée. Lorsque nous appelons à l'aide, tous les Américains, quels qu'ils soient ou où qu'ils vivent, devraient pouvoir le faire sans craindre pour leur vie, a affirmé le président. La mort de Sonia aux mains d'un policier nous rappelle que trop souvent, les Afro-Américains sont confrontés à des craintes pour leur sécurité, ce qui n'est pas le cas de la plupart d'entre nous. C'est bien de le reconnaître pour un président. En même temps, tu peux pas nier. Hein. La mort de Sonia Massey est le dernier exemple en date de personnes noires tuées ces dernières années par la police à leur domicile. En mai, un shérif adjoint hispanique de Floride a abattu Roger Fortson lorsque l'aviateur de l'armée de l'air a ouvert la porte de son domicile à Fort Walton Beach, armé d'un pistolet pointé vers le bas.
L'adjoint Eddie Duran a été licencié. En 2019, un policier blanc de Fort Worth, au Texas, a abattu Atatiana Jefferson par la fenêtre arrière de son domicile après avoir répondu à un appel non urgent signalant que la porte d'entrée de Madame Jefferson était ouverte. Aaron Dean, l'ancien policier, a été reconnu coupable d'homicide involontaire et condamné à 12 ans de prison. En 2018, une policière blanche de Dallas a abattu Botham Jean, qui n'était pas armé, après avoir confondu son appartement avec le sien. Amber Geiger, l'ancienne policière, a été reconnue coupable de meurtre et condamnée à 10 ans de prison. Monsieur Crump, le président de la famille de Sonia, a représenté les familles dans chacune de ces affaires, dans le cadre de ses efforts visant à faire reconnaître la responsabilité des policiers dans les meurtres de personnes noires. Il a également représenté les proches d'Earl Moore, un homme de Springfield qui est mort après avoir été attaché face contre terre sur une civière en décembre 2022. 2 professionnels des soins d'urgence sont accusés de meurtre dans cette affaire. Faut dire ce qui est, l'Amérique, c'est quand même ça reste un pays où le port d'armes est autorisé. Dans le Colorado, il n'y a pas besoin de licence pour un port d'armes. C'est pas un truc de ouf. Donc dis-toi, c'est un pays où même si la plupart des États, ils ont des réglementations et tout, tu peux pas obtenir une arme comme ça. En sous-marin, c'est très facile de les obtenir. Et il y a des États comme le Colorado, t'as même pas besoin de le faire en sous-marin. T'as 18 ans, ça y est, c'est bon, tu peux acheter un flingue. Tu peux pas boire à 18 ans, mais tu peux acheter un flingue. On est dans un pays où la violence armée, elle fait peur. T'es un policier, tu interviens sur une scène, quelque chose. Tu sais pas la personne en face si elle est armée ou pas, si elle a un couteau, si elle a de l'acide, si elle a une casserole d'eau bouillante que tu penses qu'elle va pouvoir te jeter, si elle a un pistolet et qu'elle peut te tirer dessus. Et c'est véridique. C'est vrai que le danger, il est réel pour les policiers. Il faut parler des policiers qui meurent aussi sur des interventions. Maintenant, faut dire ce qu'il y a aussi, les Noirs, ça meurt trop aux États-Unis, ça meurt trop. On les pense vraiment comme des suspects, même quand tu es une victime et que tu appelles parce que tu es une victime. Et c'est pas avec des affaires comme ça qu'ils vont revisiter leur droit de port d'armes. Je sais pas ce qu'il leur faudra pour changer ça, mais calquer un modèle européen, par exemple, ça leur traverse même pas l'esprit. Une jeune femme persuadée que le monde et son père étaient faux, a été condamnée à 15 ans de prison pour avoir assassiné son père. Le tribunal du district d'Ulsan a déclaré l'accusé, âgé d'une vingtaine d'années, coupable d'avoir tué un ascendant, une infraction pour laquelle la loi pénale prévoit une peine plus sévère que pour un meurtre. Quand tu tues ton père, c'est pire qu'un meurtre classique, quoi. Elle a également été condamnée à porter un bracelet électronique pendant 10 ans après sa libération. Vous l'entendez chanter ou pas? Link. Le tribunal a souligné que le meurtre d'un parent est un acte extrême contre l'humanité et la société, mais il a déclaré avoir pris en considération le fait que l'accusée a fait preuve de remords et qu'elle souffrait de divers troubles mentaux, dont la schizophrénie, au moment où elle a commis le crime. L'accusée a été reconnue coupable d'avoir tué son père, âgé d'une 60aine d'années, à l'aide d'un couteau en janvier, à leur domicile de Donggu à Ulsan. Lorsque la victime l'a réprimandé pour avoir détruit une chaise, donc le père en fait, c'est comme ça que ça a commencé. Donc le père réprimande sa fille pour avoir détruit une chaise, et il lui dit « On devrait t'hospitaliser si tu continues à faire ça ». Elle l'a poignardé une fois dans le cou avec un couteau, sa mère a pris le couteau et est sortie pour prévenir les autorités. La jeune fille a pris un autre couteau et a continué à poignarder son père à mort. Elle a déclaré aux enquêteurs qu'elle avait commis ce crime parce que le monde est faux et papa est faux. L'enquête qui a suivi a révélé que l'accusée souffrait d'hallucinations visuelles et auditives. Elle avait également des antécédents judiciaires, notamment pour avoir agressé sa mère et menacé un étranger. On y va pour notre prochaine affaire. Wow. Ok, d'accord. Poursuivie pour esclavage et traite d'êtres humains, l'influenceuse bien-être brésilienne Kat Torres vient d'être condamnée à 8 ans de prison mardi 16 juillet. Prostitution, séquestration, l'ancienne mannequin aurait fait plus d'une vingtaine de victimes en miroitant une vie de rêve. Elle accumulait 1 million d'abonnés sur Instagram. Hier, mardi 16 juillet, loin du glamour des réseaux sociaux, l'influenceuse brésilienne a été condamnée à 8 ans de prison dans son pays pour trafic d'êtres humains et esclavage. Plusieurs femmes ont ainsi déclaré avoir été escroquées ou même exploitées par elle. Katiuska Soares, de son vrai nom. Dans l'affaire, c'est surtout le cas de 2 jeunes brésiliennes portées disparues en 2022 qui a fait grand bruit. Une success story étalée sur les réseaux sociaux. Ancienne mannequin dans les années 2010,
Kat Torres s'est reconvertie en influenceuse bien-être, prodiguant des conseils pour améliorer la vie privée et la carrière de ses abonnés. Au programme du gourou, séances d'hypnose, méditation, exercice physique dans le but d'attirer argent, amour et estime de soi. À l'aide de son site web, elle offrait un abonnement payant pour ses services. La jeune femme de 31 ans affirmait même pouvoir résoudre les problèmes de ses fans, elle faisait du vaudou ou quoi, avec une simple consultation dite premium, facturée $150. C'est avec ses promesses d'une vie meilleure que la brésilienne serait parvenue à appâter plusieurs jeunes femmes chez elle, toutes attirées par l'histoire de sa vie qu'elle pensait pouvoir recréer. Des quartiers pauvres des favelas au monde de la mode, Kat Torres a en effet été mannequin chez Elite Model Management à Paris, jusqu'à une prétendue relation avec l'acteur américain Leonardo DiCaprio. Je suis pas sûre, hein. Selon l'ancien colocataire de Kat Torres, interrogé par la BBC, c'est lorsqu'elle a intégré la sphère hollywoodienne que l'influenceuse aurait changé, notamment après ses premières utilisations de l'ayahuasca, la drogue du chaman, un hallucinogène qui provoque des visions et des états de transe. Désillusion, désordre et urine de chat. Tiens, ça m'intéresse. Aux États-Unis, Kat Torres aurait commencé à proposer plusieurs postes d'assistante à domicile. Elle représentait l'espoir pour moi, a expliqué Anna à la BBC. Si elle ne compte pas parmi les 2 femmes portées disparues en 2022, elle a néanmoins été l'une des victimes de l'influenceuse quelques années plus tôt, et elle a été un élément clé dans l'affaire. Arrivée à New York pour rejoindre Kat Torres en 2019, Anna aurait vite déchanté. Elle qui avait laissé ses études derrière elle a été accueillie dans un appartement dont émanait une forte odeur. Les lieux étaient sales, en désordre, méconnaissable comparé à l'habitat parfait présenté sur les réseaux sociaux par l'influenceuse. Anna était ainsi obligée de se rendre disponible à n'importe quel moment pour Kat Torres, qui semblait incapable d'être seule ou d'exécuter des tâches simples. Anna ne dormait que quelques heures sur un canapé couvert d'urine de chat. Après 3 mois, la jeune femme s'est finalement enfuie sans n'avoir jamais reçu de salaire. La peur de ses pouvoir spirituel, ok ? 3 ans plus tard, en 2022, Kat Torres continue toujours d'engager des assistantes pour vivre à ses côtés. Mariée et vivant alors dans une grande maison au Texas, elle a recruté 3 femmes, dont Désirée et Laetitia. Cette fois, les sévices de l'influenceuse brésilienne sont allés encore plus loin. Les jeunes femmes n'avaient pas le droit de communiquer entre elles, étaient forcées de travailler en tant que stripteaseuses ou de se prostituer. L'argent récolté, lui, était directement redonné à Kat Torres, qui pouvait les laisser dormir dans la rue si les montants n'étaient pas assez élevés. Mais qu'est-ce que c'est que cette connasse ? Si les 2 assistantes n'ont pas fui, à l'instar d'Anna, c'est parce qu'elles craignaient les pouvoirs spirituels de l'influenceuse. En effet, l'ancienne mannequin prétendait être capable de faire des prédictions ou de les maudire. Sans nouvelles depuis plusieurs mois, les familles de Désirée et Laetitia se sont tournées vers les réseaux sociaux pour passer un appel au secours. Appel au secours qui sera ensuite repéré par les médias. Anna, l'une des premières victimes, est alors entrée en contact avec les autorités et le FBI. Retrouvée grâce à des profils sur des sites d'escorte et de prostitution, les autorités américaines ont pris plusieurs semaines pour convaincre les 2 victimes de se rendre à un rendez-vous de contrôle dans un commissariat en novembre 2022. Rapidement, le mois suivant, les jeunes femmes ont été rapatriées vers le Brésil, alors que Kat Torres, elle, a été expulsée des États-Unis pour son jugement. Au total, plus de 20 femmes accusent l'ancienne mannequin et beaucoup font l'objet d'un suivi psychiatrique. L'avocat de Kat Torres a déclaré à la BBC qu'elle ferait appel. Elle maintient son innocence. Tu te prends les gens pour des cons. Il y a des preuves, il y a des messages, il y a des trucs, bon, voilà. Et surtout, les salaires, t'as des preuves que tu les as payés, ces meufs, pour t'assister, soi-disant, hein. Je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube. Moi, je vois souvent tu sais, les publicités de coaching. C'est une putain d'arnaque, ce truc, hein. Tu sais, les mecs, là, qui te disent... Arrête de travailler, va faire un truc de machin, je vais te coacher, je vais t'apprendre à devenir entrepreneur et ta vie va changer. Donne-moi 30 € par mois, je vais te changer ta vie. Moi, ça m'écœure, en fait, ces gens-là qui vendent du coaching pour apprendre aux gens à vivre. Et c'est la mode depuis une vingtaine d'années. Tout le monde veut devenir Tony Robbins. En soi, le développement personnel, ça peut être une bonne chose, ça dépend comment tu l'utilises, en fait. Et ça dépend ce que tu mets dans la tête des gens, ça dépend ce que tu lis, ça dépend de plein de choses. T'as raté ta vie si t'as pas fait ci, t'as raté ta vie si t'avais une Lamborghini à 25 ans, t'as raté ta vie si tu peux devenir millionnaire à 30 ans. Enfin, tu sais, on te fait miroiter des choses, et les gens comme cette connasse, en fait, les gens comme elle, vont se servir
de la crédulité des gens, de leur propre succès, pour dire, voilà, moi je peux te vendre ma recette secrète, ma formule secrète, pour que tu deviennes comme moi. Tout le monde n'est pas fait pour être sur les réseaux sociaux, tout le monde n'est pas fait pour être chef d'entreprise. On a tous, je pense, quelque part, une source de mal-être. C'est avec la thérapie que tu règles ce genre de problème. C'est pas il y a des personnes qui vont sur les réseaux sociaux et c'est le burn-out, c'est l'effondrement total, c'est des personnes qui pètent un câble et qui font des choses même très graves. Faire miroiter une solution, pour moi, en fait, c'est quand il y a... La réalité, c'est qu'il y a un profond mal-être chez les gens et qu'ils se disent que leur bonheur, il va peut-être être dans des achats compulsifs, aller sur les réseaux sociaux, créer une entreprise, créer une société. Je connais des gens, ils ont créé des sociétés, ils se sont cassés la gueule. Ils ont acheté des maisons parce qu'ils pensaient que voilà, la société veut que tu dois avoir une maison, tu dois avoir une voiture, tu dois avoir une femme, des enfants, tel nombre d'enfants, voilà comment ils doivent être, voilà la vie que tu dois avoir. Putain, si tout le monde est chef d'entreprise, qui va travailler dans ta boîte ? Il faut de tout pour faire un monde. Oula, un pervers qui se masturbait devant des adolescentes parties en randonnée dans une réserve naturelle près de New York a été arrêté par la police. Rivera Rosario était en pleine action obscène lorsque les deux fillettes parcouraient dimanche après-midi la réserve faunique de Tillman Road dans la ville de Clarence. Enfin, les deux filles, je sais pas quel âge elles avaient. Malgré leur tentative pour l'arrêter, notamment en le frappant avec une canne à pêche, Rivera Rosario a continué ses agissements, a indiqué la police de l'État de New York, précisant que les deux adolescentes ont immédiatement appelé le 911. Immédiatement, après les coups de canne à pêche. J'aurais fait la même chose. Les policiers dépêchés sur les lieux ont arrêté le suspect accusé d'obscénité publique, d'exhibitionnisme et de mise en danger du bien-être d'un enfant après une brève comparution devant le tribunal qu'il a convoqué à une autre audience le mois prochain. La semaine dernière, un quadragénaire avait été arrêté pour avoir commis un acte obscène similaire en regardant du porno dans le rayon d'un magasin. C'est là, tu vas acheter tes céréales et t'entends des trucs chelous, et c'est un mec qui est sur son téléphone en train de regarder du porno. Mais fais ça à la maison, non ? Une cliente, soupçonnée d'être partie d'un restaurant sans payer, a dû revenir chercher sa sacoche, son sac à main, mais elle a fait une scène parce que le gérant refusait de lui donner son bien tant qu'elle ne payait pas sa facture. Cet incident survenu dans un restaurant de Panama City Beach en Floride le 12 juillet dernier a été filmé et publié sur le réseau TikTok. Can we wait a minute? I don't want to walk. No, Chill out. Chill out. Give me my purse. He gonna give it to you. Chill out. Go get the ball. I'm fighting. Chill out. He gonna give you the shit. All right. No. Give me my purse. Consider the father of the white man. That's my shit. He gonna give you your shit. Man. Chill the fuck out. I don't got. He gonna give you your shit. He gonna give you your shit. Chill out. Breathe. I don't got time for this shit. Bro. I'm not from you. I don't feel it. Anybody that say I'm not from you, bro. En anglais, c'est dine and dash. Nous, en français, on dit resto basket. La meuf, elle fait un resto basket, elle oublie son sac à main, elle l'embrouille le manager. Elle lui disait, c'est mon truc, merde, c'est mon sac, merde, c'est ma merde, c'est mes affaires, rends-moi mes affaires. Et son pote qui était en train de dire, c'est bon, va te rendre ton truc, calme-toi, respire, calme-toi. Et elle veut toujours pas payer. Elle aurait pu y retourner et dire, oh, j'ai oublié de payer, j'ai oublié mon sac, les têtes en l'air. Et tu payes, quoi. Tu t'es fait griller. Non, la meuf, elle veut ni payer, et elle veut repartir avec son sac à main. Elle a cru que le mec allait la laisser partir. Purée, mais quel teubé, franchement. Qui fait ça ? Mon fils, arrête de bouffer la gamme. Elle est en train de bouffer la gamme. En fait, mon écran d'ordi, il est là. Il y a ma webcam, là. Il y a Link la tête qui est... Tu veux dire au revoir ? Tu veux dire au revoir, mon fils, hein, c'est pour ça ? Il va leur dire au revoir. Il est en train de croquer la webcam. Mon fils. Il me réveille le matin, mais comment il est ? Oh, mon fils, tu es le meilleur de tous les chats de l'univers. Avec Hassan. Tu fais les bêtises aujourd'hui, hein ? Tu as fait les bêtises, hein ? Les amis, passez un bon dimanche. Moi, putain, faut que je filme une vidéo. Je vais faire une pause miam miam, et puis je vais filmer une vidéo. Et on vous aime. Prenez soin de vous. Et à bientôt.